Vous écoutez La Bonne Équipe. On a déjà dû vous poser la question « Qu'est-ce que tu veux faire quand tu seras grand ?» Et en général, la réponse c'est « J'en sais rien ». Parce qu'on a besoin de bouchers, de business développeurs, de data scientists, d'infirmières, de maires, de militaires ou encore de pompiers, le podcast La Bonne Équipe, c'est le podcast des métiers. En partant d'un principe assez simple, la bonne équipe, c'est d'abord celle qui se complète en étant persuadé, bien sûr, que tout le monde a un rôle à jouer dans la société. Au travers des interviews que je vais dresser de mes invités, l'idée sera de comprendre en quoi consiste leur métier, quelles en sont les sources de plaisir ou les contraintes, l'idée étant bien sûr de vous inspirer un maximum. Je m'appelle Jérémy Muselet, je suis intervenant en école de commerce et plein d'autres choses encore, et je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour à tous. Alors, cette semaine, une invitée très particulière puisque je reçois quelqu'un qui travaille dans le développement durable. Volontairement, j'en dis pas plus. Je reçois Annika Ruopolo. Annika, bonjour. Bienvenue sur le podcast La Bonne Équipe. Bonjour Jérémy, merci pour l'invitation. De rien. Alors Annika, est-ce que vous pouvez commencer par vous présenter et puis je vais rebondir sur ce que vous allez me dire. Oui, bien sûr. Donc, je suis Annika Ruopolo, je vis avec ma famille en région parisienne. Je suis allemande, mais en France depuis presque 30 ans maintenant. Ça va faire 30 ans l'année prochaine. Et je suis, comme on parle de profession, Client Solutions Manager responsable pour la France et les pays germanophones pour la société Climate Impact Partners. Ok. Alors peut-être ce qui serait bien déjà, c'est de présenter la société. Pour ceux qui ne sont pas nécessairement anglophones, donc c'est Climate Impact Partners. Quelle est l'activité précise de cette société, Annika ? Eh bien, c'est un petit peu complexe, donc je vais faire une explication un petit peu large. Donc, notre activité est la compensation de carbone. Qu'est-ce que c'est la compensation de carbone? On sait tous qu'il faut tout faire pour sauver le climat et avant tout de réduire les gaz à effet de serre. Donc, il y a eu le protocole de Kyoto en 1997 où les pays industrialisés se sont engagés à réduire leurs gaz à effet de serre. Et puis, l'année dernière, il y a eu la COP 26. Donc, par rapport aux chiffres, on peut voir que il y a eu quelques années entre deux, où l'Europe s'est engagée de devenir carbone neutre jusqu'en 2050. Qu'est-ce que ça veut dire donc carbone neutre? On a deux possibilités pour être carbone neutre, soit on émet zéro émission, ce qui est évidemment pour une société industrialisée un peu compliqué, ou on émet autant d'émissions qu'on enlève de gaz à effet de serre de l'atmosphère. Je me permets de vous couper pour que tout le monde comprenne. Typiquement, si vous produisez, je dis n'importe quoi, 100 tonnes de CO2, le but c'est de compenser en fait ce tonnage de carbone produit dans l'atmosphère, c'est ça, hein ? C'est précisément ça, oui. D'accord. Donc, toute entreprise émet des émissions, toute personne émet des émissions d'ailleurs. Comment les entreprises peuvent réduire leurs émissions? On pourrait imaginer qu'ils vont partir planter une forêt, mais ce n'est pas suffisant, ce n'est pas aussi facile que ça. Il y a deux éléments dans la réduction des émissions pour les entreprises. D'une côté, ils doivent réduire les émissions de manière de, par exemple, faire moins de business trips ou de changer leur procédure de fabrication,
de modifier le transport, et parfois ils revoient carrément toute leur stratégie. Il y a des cabinets de conseil qui aident les entreprises dans cette démarche de réduction. Mais ce n'est pas ce que nous faisons. Donc, ce sont souvent des plans sur 10 à 15 ans pour réduire leurs émissions au fur et à mesure. Là où nous rentrons en compte, c'est lorsque on attaque les émissions qui restent. On appelle ça les émissions résilientes. À savoir que même après une réduction, les entreprises gardent toujours une partie des émissions parce qu'autrement, ils ne peuvent pas continuer à fonctionner. C'est là où nous leur proposons, pour ces émissions résilientes, des projets de compensation. Donc, des projets qui enlèvent du carbone de l'atmosphère. Comment on fait ça? On plante, il y a des différents types de projets, entre autres, et je pense que c'est ce qui est le plus parlant, ce sont des projets de plantation de forêts, de protection de sol. Ça peuvent aussi être des projets qu'on appelle Blue Carbon qui protègent le plancton, qui est un grand capturant de CO2. Et il y a également des projets qui prennent plus en compte pas l'enlèvement du CO2, mais la réduction d'en produire. Voilà, il y a plein de différentes sortes de projets. Et l'idée, c'est qu'on émet un crédit par tonne de CO2 enlevé de l'atmosphère. C'est un processus qui est standardisé, qui est mesurable, qui est vérifiable. Et nous, dans notre entreprise, je reviens enfin, nous développons d'un côté les projets de décarbonisation et de l'autre côté, nous vendons aussi les crédits qui sont, grâce à ces projets, émis. Donc les crédits, pour les entreprises, quand ils émettent une tonne, ils achètent un crédit qui vaut une tonne pour financer ces projets. Voilà, là j'en arrive au bout de l'explication qui est, je suis désolée, un peu complexe, mais Non, mais c'est... commencer au début. Bien sûr, non, mais c'est en tout cas l'idée, enfin pour reformuler de manière simpliste, on va dire, vous offrez la possibilité à des entreprises d'une part de travailler sur le fait d'émettre moins, et ça c'est des sujets qui portent plutôt sur du long terme, mais à court terme en tout cas, elles peuvent mettre en place des projets pour, on va dire, pour être moins polluants, des projets qui vont venir en tout cas compenser les émissions de CO2 qu'elles réalisent. Vous m'arrêtez bien sûr hein, si vous n'êtes pas d'accord. Votre rôle dans l'organisation de fait, vous êtes sales, ça veut dire que vous avez un rôle de commercial. Enfin, comment vous le définissez? Ça. Donc, je suis en contact avec des entreprises qui veulent compenser. Ce sont des ventes qui demandent un accompagnement assez important. Parce que vous l'avez compris, hein, c'est des sujets assez complexes et les entreprises, bien qu'il y ait de plus en plus de spécialistes dans le domaine, ne savent pas toujours comment ça fonctionne, comment s'y prendre. Ils sont un peu perdus dans le sujet, donc il faut les conseiller pas mal sur cette démarche. Et ce sont des projets qui se passent sur plusieurs années. Souvent, on les accompagne pour des années. Donc, c'est vraiment des relations en continu. Ce ne sont pas des ventes one-shot où on vend en une journée. C'est impossible sur ces produits-là. Oui, donc en fait, vous n'avez pas uniquement un rôle de commercial, mais bel et bien de conseil, même si j'ai bien compris qu'il y avait des sociétés encore plus spécialisées sur certains sujets bien pointus, mais vous avez les deux casquettes entre guillemets, c'est-à-dire à la fois vous vendez un service, mais vous accompagnez les entreprises en fait sur un plan, on va dire stratégique pour réduire leur impact. C'est ça, hein? Oui,
on appelle ça une vente accompagnante, donc nous ne facturons pas la partie conseil, elle est inclue dans notre prestation, mais elle est nécessaire pour que les clients comprennent ce qu'ils achètent et quelle est sa démarche. Ok. Et alors, est-ce que c'est indiscret de vous demander quel type de client vous avez? Quelques exemples, en fait. Est-ce que, alors, si vous ne pouvez pas répondre pour des questions de confidentialité, est-ce que ce sont des grosses entreprises du type CAC 40 ou, à contrario, ça peut être aussi des petites PME? Quelle est votre typologie de client? Alors nous refusons par principe personne parce que on trouve qu'il est important que tout le monde prenne conscience de la problématique et s'y engage. Donc nous avons autant des sociétés une personne comme des multinationales. Dans les sociétés connues, on a Microsoft, Aviva, Coop plein d'autres noms que vous pourrez connaître. Donc voilà, c'est une large gamme de clients de toute taille. Et alors la question va paraître peut-être un peu candide ou un peu naïve, mais pourquoi c'est important de travailler avec vous? Avec vous et non pas avec nos concurrents, c'est ça? Par exemple, oui. Qu'est-ce qui fait Euh, parce que je vous avoue, c'est la première fois en fait que j'ai la chance d'échanger avec quelqu'un qui travaille vraiment au cœur de, enfin je mets la tête de chapitre développement durable, mais je me dis ok, quelle est votre valeur ajoutée ou pourquoi c'est important de travailler avec vous? Qu'est-ce qui fait la spécificité de cette entreprise? oui. Alors quand j'ai recherché un travail dans le domaine, euh, c'était un facteur qui était important pour moi de voir s'il y a de travailler avec des gens qui sont vraiment passionnés par leur sujet et qui sont intègres dans l'idée. Donc, nous sommes un business for purpose, c'est-à-dire que on fait quelque chose qui est bien pour l'environnement, mais tout en gagnant de l'argent avec. Il était important pour moi de travailler pour une société où le focus soit sur le on fait du bien et pas que sur le on gagne de l'argent avec. Cette intégrité, je l'ai vraiment trouvée chez Climate Impact Partners. C'est une société qui a 25 ans d'expérience, qui a été créée juste après le protocole de Kyoto en 97 qui par ailleurs défend aussi la standardisation de ce marché volontaire de carbone. C'est un marché qui est donc assez jeune. Il n'y avait pas encore beaucoup de règles il a été établi. Et ma société a vraiment pris part à travers des différents organismes pour standardiser les processus pour que les clients puissent vraiment être sûrs que lorsqu'ils achètent un crédit, que ce soit égal à une tonne et qu'une tonne achetée sur un projet soit comparable d'une tonne achetée sur un autre projet. Ce qui n'était pas forcément le cas en début de ces marchés. On est entre autres cofondateur du seul organisme gouvernemental qui réglemente le marché volontaire du carbone qui s'appelle ACROA. Et c'est vraiment une démarche que j'apprécie parce que ça pourrait être un marché un peu comme le Wild West où tout le monde fait n'importe quoi. Et il est important de mettre des standards pour la qualité de ce que nous vendons soit élevée et que parce que seulement si la qualité est élevée, nous pouvons combattre la problématique climatique que nous avons actuellement. D'accord. Et vous, Annika, par rapport à... Alors la question, pour le coup, elle est beaucoup plus personnelle, mais vous avez toujours évolué dans cet environnement-là, c'est-à-dire protection de l'environnement, ou quelle est votre histoire? Qu'est-ce qui fait, par exemple, que vous êtes arrivé, vous avez dit tout à l'heure que vous êtes arrivé il y a une trentaine d'années, si je dis pas de bêtises. Qu'est-ce qui fait que vous êtes venu en France? Vous aviez déjà une expérience dans le domaine? Expliquez-moi un petit peu. Alors, je suis venue en France juste après le bac.
Alors c'est un parcours un peu à part, je pense. Je suis Génial. venue en France parce que je travaille comme mannequin, déjà en Allemagne, à côté de l'école. Et évidemment, Paris était une destination logique cette activité. Maintenant, je vous avoue que j'ai galéré pendant 2 ans à Paris. J'ai pas vraiment pris pied dans ce métier, en tous les cas pas suffisamment pour en gagner bien ma vie. La concurrence était un peu plus rude qu'en Allemagne, on va dire. Et puis, par ailleurs, enfin, j'ai surtout beaucoup fait la fête pendant 2 ans et j'ai pas été sérieuse. Et au bout de 2 ans, mes parents m'ont gentiment fait signe que ça serait quand même bien que je rentre et que je fasse des études et que j'arrête mes bêtises. Et du coup, je ne voulais pas rentrer. Et donc, je me suis dit, il faudrait que je travaille peut-être. Et par le biais d'une amie, je suis, ce qui est impensable aujourd'hui, rentrée dans une société de bourse en tant que courtier en bourse sur les produits dérivés. Ah Donc, oui. je n'avais pas de formation du tout dans le domaine. Je pense que la veille de mon début dans ce métier, je ne savais même pas ce que c'était. Et j'ai vraiment appris sur le tas. Alors, ça m'a aidé que j'ai toujours été une élève assez studieuse, donc je travaillais le jour et la nuit, je travaillais mes cours de finance. Ah oui. Et ça a assez vite très bien marché. Et par la suite, au bout de 15 ans dans les marchés financiers, j'ai changé un petit peu. Je suis entrée dans une fintech. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, les fintechs, ce sont des entreprises qui développent des solutions technologiques pour le secteur de la finance. Donc j'avais à peu près la même clientèle, mais en vendant plus des produits financiers, mais de la technologie. Ça, je l'ai fait pendant une dizaine d'années. euh, avec les différentes entreprises. Et puis j'ai arrêté tout ça. J'avais toujours eu une frustration de ne pas avoir fait des études quand même, et je suis entrée chez HEC pour faire un executive master spécialisé. Ça a duré 2 ans, et par la suite, j'ai décidé de changer de secteur, et je suis voilà, entrée dans l'environnement, et c'est le poste que j'occupe aujourd'hui. D'accord. Et quel est le moteur personnel, ou en tout cas, quelle est la motivation? Parce que quand on regarde de l'extérieur, finalement, on se dit, voilà, vous avez passé, on va dire, un petit peu plus d'une vingtaine d'années spécialisées sur les marchés financiers, et d'un seul coup, vous décidez de changer d'orientation radicalement, j'ai envie de dire. C'était quoi le moteur ou la motivation qui vous a poussé à aller dans une direction radicalement opposée? Oui, c'est effectivement un changement assez radical, et c'était un changement très conscient également. Je pense que j'ai pendant 25 ans couru derrière la réussite sociale, et une fois que je l'avais atteinte, enfin même relativement tôt, hein, déjà dans la finance, je n'y ai pas ressenti vraiment de satisfaction. Alors c'est bien beau de pouvoir s'acheter plein de choses et d'avoir une vie un peu luxueuse, mais je pensais que ça me satisferait et ce n'était pas le cas. Il y avait comme un vide. euh, il me manquait du sens. Et cette petite voix qui réclamait du sens, avec les années, elle était de plus en plus forte. Et je pense que le déclencheur était que dans ma dernière entreprise, j'étais vraiment pas heureuse. Je bossais comme une dingue, et au dépit de ma famille, sans vraiment aimer ce que je faisais. J'étais pas en harmonie avec les valeurs de cette entreprise, ça avait été un rachat, et la nouvelle entreprise, vraiment, je n'étais pas euh, bien avec mes nouveaux managers. Donc ça n'allait pas, j'étais malheureuse et je me suis dit ça suffit, j'arrête. Et ensuite, en ayant fait mon master chez HEC, ça a vraiment été une révélation, parce que cette formation m'a enlevé les œillères, et
m'a encouragée d'oser de faire ce dont vers quoi je tends. C'est pas très français ce que je viens de dire, je pense. Non, 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 mais ça va. Moi, personnellement, j'ai bien compris et je pense que la majorité des gens comprendront, donc ne vous inquiétez pas. D'accord. Donc d'apprendre, la formation s'appelait Apprendre à oser. C'était son sous-titre. Et c'est vraiment ce que ça m'a apporté parce que j'ai osé changer de secteur et de suivre mes convictions. Euh, une autre réflexion que je m'étais faite, c'est que pendant toutes les années auparavant, j'ai pris des postes par opportunité. On me proposait quelque chose par-ci, par-là, et puis je me suis dit, tiens, c'est mieux, je gagnais plus, c'est un poste plus élevé, je vais le faire. Mais je n'avais pas vraiment décidé dans une réflexion profonde si c'était le chemin que je voulais prendre. Là, j'ai fait le contraire. J'ai pris beaucoup de temps pour moi. J'ai réfléchi aussi avec mon mari comment on voulait dessiner notre vie et nos prochaines 40 années. Euh, j'ai essayé de mieux me connaître, de m'écouter de comprendre ce que j'avais dans les tripes. J'ai beaucoup lu, j'ai écouté des podcasts, j'ai participé à des conférences sur des sujets très très divers et j'ai fait du coaching, donc du développement personnel renforcé pendant quelques temps. Et voilà, le résultat en était que je voulais soit travailler dans l'environnement, soit dans l'éducation. C'est devenu l'environnement en fin de compte. Ouais, excellent. Et ce qui veut dire que, enfin, si je comprends bien, et vous m'arrêtez hein, si je me trompe, mais vous avez eu, on va dire, deux vies scolaires. Une première où vous étiez peut-être pas très assidu, une seconde où, pour le coup, vous avez vraiment eu une vraie démarche, vous avez eu un choix. Ça se passait comment pour vous à l'école en Allemagne? Vous étiez studieuse ou pas du tout? Alors oui, ça a l'air un peu contradictoire, mais j'étais une très bonne élève et j'aimais apprendre. Et malgré cela, je n'ai pas fait d'études après mon bac parce que l'opportunité se pointait de travailler tout de suite, de Ah, gagner tout de suite l'argent et je trouvais ça attirant, effectivement. d'accord. Et maintenant, avec le recul, quel regard vous portez sur l'école de manière générale, sur l'enseignement? Euh, alors, là, vous me lancez sur un sujet qui est assez vaste pour moi parce que c'est une de mes passions. Euh, pour moi, l'école ne forme pas les hommes dont notre économie et notre société aura besoin de demain, et voire déjà aujourd'hui d'ailleurs. Par exemple, pour le challenge environnemental, nous aurons besoin de personnes qui sont beaucoup plus créatives, qui sont dans la collaboration, qui ont aussi le sens de la critique, qui ont un sens éthique. Également pour les grands sujets comme l'intelligence artificielle ou les inégalités, nous avons besoin, d'après moi, et aussi d'après d'autres personnes, parce que j'ai pas mal lu là-dessus, on a besoin de talents et euh, de capacités que notre école enseigne malheureusement pas. J'ai pas mal lu, je ne sais pas si vous connaissez les travaux de François Tadei, qui est le directeur du Centre de recherche interdisciplinaire Oui. et qui va dans ce sens-là aussi. Euh, je ne sais pas comment, avec ce qu'on enseigne aujourd'hui, nous allons pouvoir trouver de nouvelles idées pour attaquer les challenges de demain. Voilà. Euh, pour notre industrie, c'est un problème également parce que nous ne formons pas les leaders qui sont dans l'éthique. Ils sont beaucoup dans les chiffres et dans la compétition, mais pas tellement dans la collaboration la créativité et l'éthique. Et c'est ça, voilà, pour moi, ça manque énormément. Par ailleurs, je suis maman de 3 enfants et je ne comprends pas comment on peut toujours avoir un système scolaire aussi arriéré
avec des humiliations et la stigmatisation d'enfants. On sait aujourd'hui, grâce à la neuroscience et à l'évolution de la recherche en psychologie, en pédagogie, comment faire pour accompagner un enfant dans l'apprentissage sans souffrance, mais nous ne l'appliquons pas et ça me met en colère. Je vois les enfants souffrir et je ne comprends pas pourquoi on ne change pas de système. Et vos enfants ont quel âge environ? J'ai un aîné qui a 16 ans et puis j'ai des jumeaux qui ont 13 ans, fille-garçon. D'accord. Et quand vous parlez quand vous parlez du système scolaire, vous faites référence au système scolaire français, allemand, les deux en même temps. Enfin, et vous voyez une différence entre la France et l'Allemagne en matière d'enseignement ou pas du tout? Alors, je pense que aucun des deux systèmes n'est parfait. Il y a vraiment de la marge d'amélioration. Maintenant, oui, je peux vous exprimer quand même de l'étonnement sur ce que je constate en France à travers mes enfants. Je pense que ma réflexion sur l'éducation, elle a même commencé en voyant les différences entre l'éducation que moi j'ai pu avoir en Allemagne et que je vois chez mes enfants en France, mais ça ne veut pas dire pour autant que le système scolaire en Allemagne soit sans faute, hein. Je pense que de manière générale, en Europe et dans le monde, on devrait changer beaucoup de choses sur les valeurs qu'on transmet dans le système scolaire et les buts. Alors, si vous voulez des exemples, Ben, en fait, en... alors je me permets juste de vous couper avant que vous citiez des exemples. Vous voyez, moi, il y a quelque chose avec lequel j'ai été bercé en étant, on va dire, enfant, étudiant, c'est de dire, bah voilà, le système allemand. Alors, je vous le caricature bien sûr. C'est un système à mi-temps où l'après-midi, les gens peuvent développer leur potentiel. Typiquement, par exemple, faire du sport, du théâtre et comment et en fait, bah justement, je trouve que c'est comment dire, je trouve ça, je pensais que c'était plus inspirant, plus révélateur de potentiel, mais a priori, vous avez pas l'air d'adhérer forcément au système allemand. Je sais pas quels exemples vous vouliez citer justement. D'accord. Donc, par exemple, je me rappelle du premier jour d'école de mon aîné, donc école maternelle, hein, on parle. Quand il revient, on lui demandait alors comment ça s'est passé et il raconte qu'il a été mis au coin. Ça, typiquement, c'est une stigmatisation d'un enfant de 3 ans. ça, Ouais, ça sera clairement. impossible en Allemagne. Je pense que les parents entraîneraient le professeur immédiatement au tribunal. C'est une humiliation ça n'existe plus depuis 45, ce genre d'humiliation en Allemagne. Ah oui. Pour plein de raisons qu'on peut s'imaginer. Euh, Ensuite, mes enfants, ils m'ont souvent répété lorsqu'ils avaient des problèmes à l'école avec un professeur ou ils se sentaient mal compris et que moi je leur disais mais va voir ton prof et parle-en avec lui. Et il disait non, mais ça sert à rien. Parce que de toute façon, les professeurs, ils ont toujours raison et jamais ils se mettraient en cause et ça sert à rien que je lui parle. Donc je voulais pas leur croire, mais j'ai eu l'exemple inverse encore là il y a 2 semaines. On a été convoqué à l'école parce que mon fils avait été puni. Mais le prof lui avait pas donné de raison pourquoi il avait été puni et mon fils a osé demander pourquoi il avait été puni. Et donc, en gros, il trouvait ça indécent que mon fils ose demander une raison pour laquelle il a été puni. Et donc, j'ai essayé d'expliquer au professeur que c'était une question valable parce que peut-être que le professeur s'était trompé. Et le professeur, il m'a expliqué, texto, que non, il se trompait jamais, qu'il avait toujours raison. C'est Donc, bien. comment voulez-vous... qu'est-ce qu'on apprend aux enfants pour moi, ça sont des signes d'un état totalitaire dans lequel on doit
que l'autorité a toujours raison, dans lequel on ne peut pas interroger et on peut être puni sans aucune raison, sans que l'autorité ait besoin de s'expliquer. Euh, pour moi, c'est pas signe d'une démocratie, ça. Donc, qu'est-ce qu'on apprend aux enfants? Je trouve ça vraiment effrayant. Et ce côté-là, effectivement, on ne l'a pas ou plus en Allemagne. Et c'est des leçons qu'on a pris de notre histoire. Hein. Euh, Oui, oui, oui. toute cette autorité qui est toujours existante dans le système français, je ne la vois pas en Allemagne. Les enfants sont égal à égal avec leurs profs, ils ont chacun leur rôle, les uns sont là pour apprendre, les autres pour enseigner, certes, mais ils ont le même respect les uns envers les autres. Il n'y a pas cette hiérarchie d'autorité comme on peut la rencontrer en France et qui me choque énormément. Oui, 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 je comprends tout à fait. Et alors, si on reste un petit peu sur cette thématique-là, lorsque vous êtes arrivé en France, qu'est-ce qui vous a le plus étonné ou le plus séduit? Je ne sais pas si c'était plutôt de la séduction ou de l'étonnement quand vous êtes arrivé sur Paris. Dans ce qui m'a étonnée, bon, je reviens un peu sur le même sujet, hein, c'est la croyance dans l'autorité. D'accord? Dans le pays qui a quand même fait la révolution, hein, c'est assez étonnant. J'ai lu une phrase récemment qui représente ça assez bien, qui disait les Allemands apprennent à respecter les règles et à remettre en cause l'autorité, et les Français apprennent à remettre en cause les règles, mais respectent l'autorité. Je trouve que c'est exactement ça. Donc voilà de quoi j'ai été étonnée. Après, qu'est-ce qui m'a séduit? Ben, c'est un pays magnifique, avec des paysages variés, avec une culture incroyable, avec une cuisine fantastique. Maintenant, je pense que j'avais une vue un peu biaisée aussi, parce que lorsque je suis arrivée en France, c'était pas seulement l'arrivée en France, c'était aussi d'avoir quitté ma petite ville en Allemagne, d'avoir quitté mes parents, donc de vivre la liberté, de pouvoir faire ce que Oui. je veux. Donc, je trouvais tout ça fantastique et génial, évidemment. D'accord. Et est-ce qu'aujourd'hui, après toutes ces années, il y a des choses de l'Allemagne qui vous manquent? Typiquement, j'en sais rien, d'un point de vue culturel, nourriture ou je sais pas. Est-ce qu'il y a des choses où vous vous dites j'ai envie de repartir en Allemagne pour ça? Pas quand je dis repartir, c'est pas de manière définitive, hein, mais de se dire pendant les vacances, bah voilà, j'ai envie de repartir en Allemagne pour tel ou tel type de raison. Euh, ce qui me manque en Allemagne, ce sont mes parents, clairement. Oui. Mes parents, ma sœur, donc ma famille directe, elle est là-bas. Mais sinon, il n'y a rien qui me manque concrètement parce que je peux quand même y aller régulièrement et la différence culturelle, non, elle ne me manque pas dans mon quotidien. D'accord. Et justement, vous mentionniez vos parents, votre entourage. Quel regard ils portent sur votre métier ou le choix de vie que vous avez fait, à savoir de fonder votre famille en France et de pas repartir justement en Allemagne? Je pense que mes parents et d'une certaine mesure aussi mon entourage euh, voudraient surtout que je sois en sécurité et cela implique une sécurité financière. Donc chaque changement de carrière ou d'endroit aussi, lorsque je suis partie d'Allemagne en France, était bien sûr très stressant pour eux et parce que j'ai quitté une bonne situation pour aller vers l'aventure. C'était inconfortable pour eux, c'était l'incertitude pour eux. Et étant maman aujourd'hui, je le comprends bien, j'encourage mes enfants de trouver leur voie, mais il n'est pas toujours facile euh, de les laisser faire. Bon, typiquement, mon fils aujourd'hui, il me dit qu'il veut devenir skater. Bah, c'est pas évident de dire vas-y, vas-y. Voilà, on peut pas. Euh, on a des idiots, mais on n'arrive pas toujours à les suivre totalement.
Oui, 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 ça c'est clair. Et justement, en parlant d'idéaux, est-ce que vous avez je sais pas, un rêve, un projet professionnel particulier, une ambition particulière je sais pas. Est-ce que c'est quelque chose qui est important pour vous de se mettre un challenge, un objectif à moyen long terme? Je pense qu'avec ma recherche que j'ai faite pour le changement de métier, je m'y suis déjà énormément approchée. Je cherchais du sens et j'en ai trouvé. Euh, je voudrais être un élément constructeur pour notre société et être là où je suis le plus efficace. Donc, c'est le cas aujourd'hui sur mon poste. Maintenant, ça évoluera certainement avec le temps. Euh, et tant que je suis en harmonie avec mes convictions et que je puisse euh, aider efficacement, je suis heureuse. D'accord. C'est ça mon ambition. Ok, bah c'est c'est tout à votre honneur. Et alors la question, oui, j'aurais peut-être dû vous la poser avant, mais c'est pas grave. Est-ce que c'est facile de se faire des amis français et est-ce que vous avez déjà eu le sentiment d'être victime de xénophobie? Euh, alors moi j'ai trouvé ça très facile de me faire des amis à Paris. Dès le premier jour, j'ai rencontré des personnes qui déménageaient le même jour que moi dans mon immeuble la fille elle est toujours une de mes meilleures amies Ah, c'est excellent. oui. Et j'ai vraiment eu le sentiment d'être accueillie les bras ouverts. Maintenant, je sais que ce n'était pas forcément le cas pour tout le monde parce que j'en ai discuté avec d'autres Allemands qui étaient venus en France et qui n'avaient pas fait la même expérience que moi. Néanmoins, ce sont aussi des Allemands qui sont restés un peu entre eux. Donc, évidemment, si je ne vais pas vers les autres, je ne peux pas être déçue qui ne m'accueillent pas les bras ouverts, je trouve. Donc, voilà, c'est un conseil que je peux donner à qui veuille aller à l'étranger. Euh, c'est de vraiment être en contact avec les personnes du pays et de pas seulement rechercher des compatriotes, sinon on peut pas s'intégrer, c'est évident. Oui, 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 bien sûr. Et En ce qui concerne la xénophobie, non, j'en ai pas rencontré, vraiment pas. super. Alors, vous savez, moi, je suis en prise directe avec des jeunes qui sont très sensibles à la fois à l'écologie, mais à l'éco-responsabilité, on va dire de manière assez globale. J'ai une idée potentielle de la réponse parce que vous l'avez déjà évoqué. N'empêche que je vous pose quand même la question. Pour quelqu'un qui souhaiterait travailler dans un domaine éco-responsable, est-ce que vous avez des conseils à donner ou on va dire un type d'étude qui pourrait être intéressant ou si pas un type d'étude, à minima quelques tips? Alors, il y a aujourd'hui des formations affirmées sont, qui sont proposées par les universités et aussi les grandes écoles en sustainability management. Euh, Ça n'existait pas il y a 20 ans et c'est génial qu'il y a de plus en plus de voies d'études qui mènent à ce genre de formation ou quelque chose de semblable. Ça, sur Internet, vous en trouvez, hein. Maintenant, au-delà du sustainability management, je pense qu'il est toujours important d'avoir une vue un peu plus holistique, un peu plus large. Donc, je conseille pour qui que ce soit, hein, pas seulement dans ce domaine, d'essayer de travailler un peu à l'étranger et aussi d'avoir travaillé dans d'autres domaines pour comprendre pourquoi c'est important ce qu'on fait et quels sont les liens. Et on peut toujours apporter quelque chose d'autres secteurs dans le secteur dans lequel on veut travailler. Enfin, je pense que c'est important de s'intéresser à plein de choses et pas seulement de focuser sur un seul domaine. Et notamment dans l'environnement, je pense que c'est important de ne pas focuser seulement, mais de voir ce qui se passe autour et qu'est-ce qui est réalisable. Euh,
si je dis, bon, mais il faut, bien sûr, c'est meilleur pour le climat si on arrête demain toutes les émissions, c'est super, mais il faut être conscient de ce qui se passe autour pour comprendre qu'on ne peut pas couper toutes les émissions à zéro du jour au lendemain. Donc, d'avoir des expériences dans d'autres domaines, c'est important, pour donner un exemple. Parfait. Est-ce qu'il y a des personnes qui vous inspirent, Annika, ou qui vous ont inspiré, hein, potentiellement? Tout plein, oui. Euh, alors, je vous ai raconté que j'ai lu plein de livres dans des domaines différents pendant la, enfin, j'ai toujours beaucoup lu, hein, mais surtout dans cette phase de questionnement. Il y avait dans le côté éducation François Tadei, dont j'ai lu pas mal de livres et qui m'a vraiment inspirée, et aussi Yuval Harari, parce qu'ils ont une vue assez holistique. Après, plus concrètement, des personnes qui m'impressionnent et qui sont plus des idéaux. Ce sont des gens qui ont montré du courage civil au quotidien et qui ont osé pointer des injustices, comme en France Simone Weil ou Sophie Scholl en Allemagne, ou euh, aussi, pourquoi pas, les filles en ce moment qui en Iran enlèvent leur voile et vont dans la rue. Euh, ça, c'est quelque chose que je trouve impressionnant, de se lever et de dire je ne suis pas d'accord, c'est malheureusement pas le cas de tout le monde. Et pour revenir à l'école, visiblement, c'est pas quelque chose qu'on apprend en cours. Voilà. Ok. Et alors, si vous deviez me conseiller un livre, une série, un film, qu'est-ce que je dois absolument lire ou voir d'après vous? Un seul. Ouais, vous avez le droit, allez, à deux ou trois, ça dépend si vous en avez 20, on va pas y arriver, mais Ok. Alors, pour les livres, j'ai déjà parlé tout à l'heure de Hariri. Il a écrit un livre qui s'appelle 21 leçons pour le 21e siècle, qui est qui a une approche très holistique et qui parle d'un côté de ce qui est important pour notre société et pour notre monde, mais aussi qu'est-ce qui est important pour moi en tant que personne, et pourquoi il est important de regarder les deux éléments parce qu'ils se rejoignent évidemment à un moment. Ça, j'ai beaucoup aimé. Puis, il y a le livre de Pablo Sévigne et Raphaël Stevens qui s'appelle Comment tout peut s'effondrer. Donc ça, c'est évidemment un peu déprimant comme livre, hein, mais c'est un bon motivateur pour bouger. pour bouger dans l'économie. Et peut-être face à ça, j'ai envie de mettre le livre de Kate Raworth, qui s'appelle la théorie du donut, et qui montre justement comment on pourrait s'en sortir. Euh, et ça, c'est également une approche très, très large parce qu'elle touche autant l'économie et la finance que la philosophie ou l'éducation. Donc, c'est assez complet comme démarche également. Dans les films, bon, il y en a plein aussi. Là, récemment, on a vu avec les enfants un film qui s'appelle Animals et qui décrit euh, la démarche de deux jeunes pour l'environnement. Donc, c'est vraiment un film qui est génial à regarder avec les enfants parce que ça les touche directement. Ils discutent avec plein de chercheurs sur ce qui se passe dans le monde. Et certainement plus connu, mais qui je trouve un film génial, Don't Look Up, euh, qui, euh, qui pour le coup montre pas le problème environnemental tel qu'il est, mais qui est un film totalement dans la fiction, qui explique qu'il y a un grand danger qui nous tombe dessus et qui s'approche de notre Terre, qui va tout détruire.
Et le film décrit la réaction des gens qui disent oh, oui, mais bon, il est encore loin. Ça arrive, ça arrive demain, mais bon, c'est quand même encore loin. Et on fait exactement la même chose, évidemment, avec le réchauffement climatique. Donc, c'est une, euh, une caricature de notre société et de notre réaction face au changement climatique. Et alors juste, Oui. pardon, j'avais une question là qui me venait à l'esprit, c'est que vous êtes maman en fait d'adolescents. Euh, quel regard vous portez parce que j'imagine que vos enfants sont devant les réseaux sociaux, les youtubeurs ou autres. Quel regard vous portez? Parce que parfois ça peut aussi être un accès à la culture ou pas. Comment vous en discutez chez vous à la maison de ce phénomène influenceur pour simplifier? Alors, c'est un sujet récurrent, beaucoup trop. Je pense que la phrase que je répète le plus souvent, c'est éteins ton portable ou pose ton portable. Oui, blague à part, je pense que les réseaux sociaux sont un outil très puissant et très intéressant parce que ça peut influencer dans le bon sens, mais malheureusement aussi dans le mauvais sens. Donc, ça peut être très manipulateur. Et il y a une question éthique derrière, qui est-ce qui décide ce qui est bien et ce qui est mauvais à distribuer comme information. Mais c'est un outil qui effectivement me fascine et me fait peur à la fois. Maintenant, en ce qui concerne mes enfants, c'est plus le nombre d'heures qui passent dessus que je trouve dérangeant que ceux qui regardent, parce que sur ceux qui regardent, il y a beaucoup de bêtises, hein, mais il n'y a pas tellement de choses dangereuses. Je pense que là-dessus, on les a bien instruits. Mais le nombre d'heures qui passent dessus et qui pourraient passer à rencontrer leurs amis ou travailler pour l'école, ça m'exaspère pas mal, effectivement. Oui. Et je sais que je ne suis pas la seule maman Non, 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 non. dans ce cas. Nous sommes quelques millions en France. Voilà, exactement. Ok. C'est vrai que c'est une question aussi, j'aurais dû vous la poser avant, mais quelle est la performance dans votre métier? J'entends par là, forcément, il y a une logique de chiffre d'affaires, hein, ce que vous expliquiez tout à l'heure, mais au-delà du chiffre, quand est-ce que vous considérez que vous êtes performante dans votre métier? Mon entreprise s'est mis comme but d'enlever d'ici 2030 1 milliard de tonnes de carbone. Et donc, si on décline à partir de là, la performance est d'enlever un maximum de tonnes de carbone de l'atmosphère. Parfait. Alors, j'avais une question, tiens. Vous avez le droit de me poser une question. Laquelle voulez-vous me poser? Pour revenir aux enfants et à l'éducation, j'ai envie de vous poser la question, quels sont les organismes d'orientation existants pour les lycéens et étudiants et que font-ils et qu'est-ce qu'ils devraient faire mieux? Ok. Ça n'est que mon point de vue, bien sûr, hein. Mais alors, j'adore votre question. D'une part parce que je cherche à rentrer en contact avec typiquement des conseillers d'orientation scolaire pour savoir justement en quoi consiste leur métier. Pour ma part, le plus gros, le plus gros pourvoyeur de ce sujet, c'est l'ONICEP. L'ONICEP et toutes les brochures type l'étudiant qui conseillent en fait sur, on va dire, les formats type ou les études type à poursuivre pour devenir tel ou tel type de métier. Simplement, le regard que je porte là-dessus, c'est que, et ça rejoint un petit peu la discussion qu'on a eue ensemble,
c'est qu'à un moment donné, je considère que c'est très formaté, c'est-à-dire, je sais pas moi, le commercial doit faire tel type d'études, et puis faire ceci et faire cela. Et en fait, je trouve que c'est plus normatif que pourvoyeur d'inspiration. Je m'explique. Quand vous ouvrez un bouquin du type l'étudiant sur un profil de métier bien établi, ben en fait c'est juste une to-do list. Alors elle a le mérite d'exister, c'est bien, mais je trouve en fait que ça manque. Et c'est un peu la raison pour laquelle j'ai initié ce podcast, c'est que ça manque sincèrement d'inspiration et que le sujet de l'orientation professionnelle est tellement vaste que à un moment c'est impossible de trouver tous les parcours et je vous avoue aussi que vous en êtes la preuve et j'en suis moi aussi à mon niveau la preuve, c'est que effectivement, il existe des métiers, on va dire, types. Par contre, les parcours sont jamais standardisés. Et donc, pour répondre à ça, je dirais ONICEP étudiant. L'étudiant, c'est on va dire, les leaders en France. Par contre, je trouve que ça manque de pragmatisme et d'inspiration. Donc, voilà, j'espère que j'ai répondu à votre question. Oui, je vous remercie. Parfait. Comment on vous contacte, Annika, si on a davantage de questions au sujet de votre métier ou de votre entreprise? Je pense que... Enfin, laissez pas votre mail, hein, mais le plus simple pour vous contacter. Oui, je pense que le mieux, c'est de me contacter via LinkedIn. Ok. Voilà, on m'envoie un message, je réponds. Parfait, merci beaucoup. Est-ce que, à tout hasard, il y aurait un sujet que vous souhaiteriez aborder que j'aurais oublié? Non, je pense qu'on a été assez complet. Parfait. En tout cas, si vous me l'avez pas dit, mais vous parlez très bien français. Vous l'avez appris à l'école ou sur le terrain en arrivant à Paris? Je l'ai appris à l'école. Pendant 6 ans, j'avais du français, mais je pense qu'en 6 mois en France, j'ai appris autant que pendant les 6 années avant à l'école. C'est très très formateur de se trouver dans le pays et d'être obligé de ne parler que cette langue-là pour apprendre. Parfait. Écoutez, Annika, je vous remercie beaucoup pour cet entretien. J'ai appris plein de choses et notamment vous m'avez cité des livres que je ne connaissais pas, donc j'en suis très très content. Vous voulez dire un petit mot avant qu'on se quitte? J'aimerais vous remercier pour votre démarche parce que je trouve que c'est important d'aider à orienter nos jeunes. Je le vois dans ma famille également, que c'est très difficile pour les jeunes de savoir que faire demain parce qu'ils connaissent déjà pas beaucoup les métiers d'aujourd'hui, mais encore moins ceux qui existeront d'ici 10-20 ans et d'avoir une approche différente. Je trouve ça une super idée, donc merci d'avoir créé ce podcast et merci de m'avoir invité. Merci beaucoup. Écoutez, c'est la fin de cet épisode. On se retrouve la semaine prochaine. D'ici là, portez-vous bien. Belle journée. Au revoir. Si tu es arrivé jusque-là, c'est que tu as écouté cet épisode dans son intégralité et dans ce cas-là, je t'en remercie vivement. Si tu veux nous aider à remonter dans les moteurs de recherche, pour ça, il y a 3 solutions. La première, abonne-toi directement au podcast La Bonne Équipe. La deuxième, mets-nous des commentaires trop sympas et des évaluations qui vont avec sur les plateformes comme Apple Podcast ou Spotify. Et enfin, n'hésite pas à abonner de force tes amis ou ta famille, ça leur fera du bien. Sur ce, je te souhaite une bonne semaine et à la semaine prochaine.